Bonjour tout le monde. Alors, comme convenu dans un précédent vlog, aujourd'hui je vous fais un petit épisode hors série sur ma visite du laboratoire de Bure. Donc, sur la commune de Bure en Meuse a été décidée l'implantation d'un site de stockage de déchets radioactifs dans le sous-sol qui s'appelle CIGEO. Et le site n'est pas encore, même pas en construction pour le moment, il y a uniquement un laboratoire sur place qui cherche à savoir si le site est effectivement adapté au stockage de déchets dans le sous-sol. À peu près n'importe qui peut espérer visiter cet endroit. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y avait une petite expo sur l'astronomie au moment de ma visite, donc forcément, je suis allé jeter un petit coup d'œil. Mais bon, en gros, si vous souhaitez visiter ce site, sachez que c'est possible, il est ouvert au public. On va aussi préciser que l'ANDRA, l'organisme qui gère le site CIGEO et qui gère le stockage des déchets, n'a pas grand-chose à voir avec l'industrie nucléaire. Eux, leur boulot, c'est uniquement le stockage des déchets. Donc, contrairement à ce que certains m'ont suggéré, ne vous attendez pas là-bas à une propagande pro-nucléaire. En fait, ils restent très factuels sur ce qu'ils expliquent. Il n'y a pas vraiment à vous en faire de ce côté-là. Pour ceux qui auraient des questions sur le nucléaire, je vais pas évoquer le sujet ici, je vous renvoie directement vers la chaîne de Rodolphe, alias Le Réveilleur, qui a fait une série d'excellentes vidéos. Si vous les avez vues, vous savez ce que c'est un déchet MAVL, ou le reste, les déchets HA, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vous invite très fortement à aller voir ces vidéos, elles sont absolument excellentes et elles pourraient peut-être même vous faire changer d'avis sur le nucléaire. Parce que donc, je tiens juste à le redire, je ne suis pas franchement anti-nucléaire, au contraire, je trouve que c'est une solution qui est tout à fait intéressante. Et pour ceux qui résumeraient le nucléaire à quelques incidents, quelques accidents graves dans le monde, n'ont rien compris à la question. L'équipe du laboratoire est extrêmement transparente, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez, y compris les questions bien polémiques où vous pensez que vous allez les coincer. Mais en fait, non, ils sont tout à fait droits dans leur pompe, dans tout ce qu'ils vous disent, donc il n'y a aucun problème. Les seules choses que j'ai pas eu le droit de filmer, c'est les salles de sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a régulièrement des emmerdements là-bas. Je pense notamment à l'ancienne ZAD qui a été dégagée il y a pas longtemps. Il y a régulièrement des manifestations assez violentes. Donc la sécurité, enfin, ils rigolent pas trop sur le sujet, on va dire. Donc c'est le seul truc que j'ai pas pu filmer. Mais sinon, vous pouvez tout voir, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Enfin bon, vraiment, ils sont transparents. Les images que vous voyez depuis tout à l'heure, là, ce sont les images du hall d'accueil où on vous présente un petit peu le concept du stockage de déchets nucléaires et notamment les bidons en inox là que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est là-dedans que sont stockés les déchets nucléaires. Donc rien à voir avec les bidons qui suintent un liquide fluo comme on les voit genre dans les Simpsons, c'est mort. Non, un bidon de déchets nucléaires, c'est ça. Ça pèse 500 kg et il y a 60 kg de déchets nucléaires dedans. Autant vous dire que voilà. Ensuite, c'est scellé dans le béton. Et ces blocs de béton, donc ça c'est pour les déchets à moyenne activité radioactive. Ces blocs en béton, comme vous pouvez le voir, sont testés pour vérifier que bon, ça tient bien la route. Et ces blocs en béton ne servent pas à isoler les déchets radioactifs, ils servent uniquement à les stocker pour pouvoir les empiler, etc. Et pour éviter qu'il arrive quoi que ce soit au bidon qui lui est là pour confiner le déchet radioactif. Donc le but des installations CIGEO, ça sera de stocker notamment des gros blocs en béton comme ça qui contiennent des déchets radioactifs dans de grandes galeries où ils seront empilés. Donc ça, c'est pour les déchets de moyenne activité. Pour les déchets de haute activité qui sont très très radioactifs, ils ont tendance à chauffer et donc on ne peut pas les mettre dans des blocs de béton comme ça. Donc on les dispose dans des petites galeries cylindriques où ils sont espacés les uns des autres et les bidons sont plus ou moins mis directement dedans, là où les déchets de moyenne activité sont scellés dans le béton. Ah oui, au fait, un truc à propos des déchets nucléaires, sachez juste que vous soyez pro-nucléaire ou anti-nucléaire, de toute façon, ils existent déjà, donc il faut les stocker. Donc des sites comme celui de Bure doivent exister. Et ensuite, dites-vous bien aussi que si on arrête le nucléaire demain, on va grandement augmenter la quantité de déchets parce qu'il y a énormément de choses qui sont utilisées dans les centrales qui sont recyclées et réutilisées. Mais si demain on arrête le nucléaire, on va se retrouver avec sur les bras énormément de trucs qui deviendront inutiles et qui seront quand même radioactifs et donc qu'il faudra quand même stocker. Alors qu'on se le dise aussi tout ce que je vous dis là, que les choses soient bien claires parce que je sais que c'est un sujet polémique. À aucun moment, l'ANDRA ne m'a demandé de dire quelque chose en particulier. À aucun moment, je n'ai senti dans leur discours qu'ils essayaient de me faire de la propagande ou quoi, comme j'ai pu l'entendre parfois. J'aurais même tendance à dire, après avoir regardé les vidéos de Rodolphe, qui est extrêmement factuel dans ce qu'il dit,
qu'en fait, il y a beaucoup d'ONG antinucléaires qui sont extrêmement partisanes et qui font une opposition de principe, mais à base d'arguments fallacieux. Vraiment. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis pro-nucléaire ou je sais pas quoi. Il y a vraiment des arguments fallacieux qui sont utilisés et qui doivent juste être rejetés en bloc. Bon, il y a aussi un truc à propos du stockage dans le sous-sol, c'est que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant a été un gigantesque fail. Il y a eu des cas notamment en Scandinavie, en Allemagne, mais comme on nous l'a expliqué, et de toute façon c'est vérifiable et je vous invite à le faire si vous le souhaitez, les stockages en sous-sol qui ont été faits jusqu'à maintenant, c'était des recyclages de mines déjà existantes et c'était fait à la Portnawak. Par exemple, en Allemagne, ils poussaient des bidons au tractopelle dans les galeries. Et donc on s'est retrouvé avec des mélanges de produits chimiques qui ont pris feu, ce genre de choses. Et c'est justement parce que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant était un grand n'importe quoi que pour Cigéo, ils ont créé ce laboratoire qui a pour but de tester justement les différentes techniques et de vérifier que tout se passe au poil. D'ailleurs, toute la machinerie que vous voyez là, ce sont des machines qui sont testées pour être installées dans le sous-sol et qui devront travailler automatiquement à cause des radiations, etc. Et qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui a pu être fait par le passé. On est là dans un système radicalement différent et puis on est sur des tests du sol absolument déments en termes de précision. Je vous montre ça dès qu'on est dans le sous-sol. Je vous laisse juste apprécier cette petite vue d'une maquette Lego qui me fait dire que l'Andra c'est absolument génial et que oui, le nucléaire c'est bien et qu'il faut faire encore plus de nucléaire et plein de stockage. Jean-Michel premier degré, tu es prié d'enlever tes doigts du clavier, c'est une blague. Bon, même si on ne mentira pas, j'ai beaucoup apprécié cette petite maquette Lego. Donc en bref, le but du laboratoire de Bure, c'est de vérifier que si on installe effectivement un site de stockage là-dessous, ça va pas partir en couille comme ça a pu partir en couille à d'autres endroits. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec les autres sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner. On garde nos pompes ou comment ça se passe? Non, je vais vous passer des pompes. Alors, juste pour que vous fassiez pas comme certains visiteurs, ça c'est des surchaussettes. C'est pour mettre ses pieds dedans. Alors c'est pas comme dans une centrale où on met ça sur nos chaussures, c'est sur la chaussette. Donc c'est dans la chaussure. Parce qu'en fait, je vous prête des chaussures que tout le monde porte. Ouais, ok. Et ça ne va pas sur la tête, on a des charlottes qui sont faites pour la tête. C'est la même chose, le casque, tout le monde le porte. Non mais il y en a qui... Et le casque, personne ne le met sur les pieds, alors ça va? Non, Bon, vous verrez pas beaucoup de visages dans cette vidéo parce que je me suis dit que le plus simple, plutôt que de faire signer des papiers à tout le monde pour autorisation de machin truc, c'était juste de pas montrer les visages. D'autant, par exemple, la dame que vous allez voir là, voilà, maintenant, qui nous faisait le test la démo de sécurité, était juste mal à l'aise devant une caméra. C'était absolument pas qu'il faut pas que je montre les visages parce que je sais pas quoi. Encore une fois, je vous le dis, ils sont extrêmement transparents. La seule chose que j'ai pas pu filmer, c'était les trucs de sécurité, les postes de sécurité, tout ça. Et ça me paraît tout à fait normal. Donc là, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est un dispositif de secours, au cas où, parce qu'on est quand même 500 mètres sous terre dans une galerie où il peut se passer des trucs. Donc en cas d'incendie, par exemple, ou ce genre de choses, c'est un dispositif qui permet de respirer de manière autonome pendant environ une demi-heure. Le temps de trouver le chemin jusqu'à la surface, ou bien de se mettre à l'abri dans une galerie de sécurité, ce qu'elle nous a expliqué aussi. Si jamais vous décidez un jour d'aller visiter ça et de descendre dans le sous-sol, vous aurez droit à la même démo de sécurité. Les mecs ne rigolent pas, justement parce qu'ils savent que sur d'autres sites, par le passé, ça a été le bordel et on ne veut absolument pas faire la même chose en France. On aimerait bien un site qui marche, ça serait quand même vachement mieux. Et donc, ils font tout pour. Et je tiens encore juste à le redire, et je pense que c'est pas la dernière fois que je vais le dire, j'insiste vraiment sur la transparence de toute l'équipe. Vraiment, on peut tout voir, on peut poser des questions sur tout et tout. Ils sont vraiment transparents. Et j'ai vraiment l'impression que c'est justement parce que certaines ONG ont essayé de les pourrir sur des sujets que manifestement certains ne maîtrisent même pas, qu'ils ont décidé de jouer la transparence. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple que de vouloir la jouer secret et puis d'avoir la moitié de la France contre soi parce que, oulala, le nucléaire, c'est pas bien. Donc encore une fois, je le redis aussi, ne me croyez surtout pas sur parole, ce site est ouvert au public, alors je sais pas exactement, je pense pas qu'on peut se pointer comme ça la bouche en cœur et demander à visiter, je pense que c'est un minimum sur rendez-vous quand même, parce qu'il s'agit d'un chantier et d'un laboratoire, mais n'empêche, vous pouvez le visiter si vous voulez. D'ailleurs, Defecator va y aller, il n'a pas pu aller en même temps que moi, mais bon, il va y aller. Et du coup aussi, surtout, allez voir les vidéos du réveilleur et vous comprendrez absolument tout sur
le stockage des déchets nucléaires, le recyclage des déchets nucléaires, etc., etc. Donc là, on vient de nous donner le fameux dispositif de sécurité dont j'ai déjà oublié le nom, mais à la limite, c'est pas super important. Et donc là, nous nous dirigeons vers l'un des ascenseurs. Il y a 2 ascenseurs qui font chacun 500 mètres et qui plongent donc au cœur du laboratoire. Et ça, là, c'est moi. Il y a donc 2 puits qui débouchent sur ce laboratoire qui est un petit peu labyrinthique quand même, hein, mais bon, vous allez pouvoir vous en rendre compte. J'ai pas trouvé ça particulièrement oppressant. Par contre, c'est un peu bruyant. Je vous laisse juste un petit peu le son du truc. Les ascenseurs sont pas très silencieux, et puis surtout, il y a le système de ventilation, parce que mine de rien, il faut aérer un petit peu là-dessus. Certains des autres visiteurs ont eu un petit peu de mal avec l'idée d'avoir 500 mètres de vide sous leurs pieds ou 500 mètres de pierre au-dessus de leur tête. Et bon, il faut dans l'absolu pas être trop claustrophobe ou avoir peur de l'ascenseur pour mettre les pieds dans un truc comme ça, vous êtes prévenus. Mais par contre, si vous n'êtes pas trop sensible à ce genre de choses, franchement, il faut y aller, c'est quand même un truc sympa. D'autant que ça fait de vous les Français les plus profonds. Parce qu'en fait, en France, le site en sous-sol, en activité le plus profond, c'est celui-là. Il y a des mines qui étaient un petit peu plus profondes, mais elles sont toutes fermées. Donc là, si vous descendez à 500 mètres sous terre, vous êtes les Français les plus profonds de France. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. L'ascenseur, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus un espace de ouf à l'intérieur. Mais ma foi, ça fait le boulot, hein. Ça fait d'autant mieux le boulot d'ailleurs que, en fait, on descend relativement vite. Il faut moins de 5 minutes pour être au fond. C'est pas un ascenseur particulièrement lent. Par contre, je peux pas m'empêcher de me dire que si Defecator va faire une vidéo là-dedans, il pourra pas la faire dans son costume, hein, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, entre tous les trucs qu'on doit porter, entre le gilet, le casque, tout le merdier, le fait que ce soit quand même assez sale là-dessous, parce que c'est un chantier, hein, s'il fait une vidéo, je pense que vous ne le verrez pas à l'image, ça risque d'être très compliqué de descendre en costume là-dessous. Hein. Ascenseur de secours qui peut même nous récupérer à mi-course si jamais on s'arrêtait. On peut passer d'une cabine à l'autre. Ouais. C'est ça la porte là-bas. C'est ça. Ouais. Je parlais de cette cabine. J'ai beaucoup. Je connais pas toute l'histoire, mais de ce que j'en comprends, ils ont voulu redonner vie à une ancienne mine de potasse. Donc l'idée est venue d'y enfouir, de mettre des déchets chimiques, toxiques, très dangereux, qu'on ne peut pas mettre dans des installations de surface, de les mettre dans cette ancienne mine de potasse. Donc ils ont quand même créé un niveau exprès pour ça. Ils ont construit des galeries qui étaient faites pour ça, qui devaient être réversibles. Ils ont mis des déchets, et puis il y a un moment où ils ont mis des déchets qu'ils ne devaient pas mettre, qui ont pris feu, et là c'était le bordel. Déjà ça a pris des mois avant de l'éteindre, et c'est le contre-exemple. Il y a ce contre-exemple-là, et il y a la mine de Hasser en Allemagne, où là, ils balançaient des fûts de déchets radioactifs à la pelleteuse, et qui commencent à fuir de partout. Et surtout, dans une mine de sel, ça protège rien contre la flotte. Si en fait. Si tu as du sel, c'est qu'il n'y a pas de flotte. Mais du coup, si jamais il y a une infiltration, ça protège pas. Et voilà, c'est qu'il y a eu des infiltrations d'eau. Donc là, l'eau s'infiltre partout, fait fondre le sel, lèche les fûts de déchets qui se corrodent. Et salé avec. Et donc ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne. Et en plus, il y a l'autre exemple qui est le WIP, qui est le stockage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le projet américain. Ils mettent des déchets, ils en mettent encore d'ailleurs, où il y a eu deux incidents. Le premier, c'était une machine qui a pris feu, et le deuxième, c'est un déchet dans lequel il y a une réaction chimique exothermique, donc qui a produit de la chaleur, qui a pris feu aussi. Donc, le problème qu'on a avec le stockage profond, c'est que tous les exemples qu'on a aujourd'hui, ce sont des contre-exemples, c'est des trucs à pas faire. Donc, évidemment, c'est que c'est assez facile de dire, regardez ce qui existe déjà, et c'est sûr que ça va merder votre truc parce que ça fait que merder. On est au fond là ou on est à la galerie intermédiaire? Non, on est au fond. Alors, on peut voir la surface. Enfin, c'est ici, entre les deux portes. Ouais, ça fait une trotte, hein. Ouais, tu peux regarder après. Ah oui. Oh. Joli. Bon, il y a quelques-unes de vos tronches qui risquent d'être dans ma vidéo, hein, vous êtes prévenus. C'est pas grave. Non, je pense pas qu'on a vraiment le même public. C'est possible. C'est même plutôt flatteur de se retrouver sur tes vidéos.
tu le dis. Je pense pas qu'on va nous reconnaître mutuellement éventuellement. On verra bien. Bon, alors à ce moment-là, je vous mettrai bien comme musique d'ambiance un petit peu de Renaud, mais bon, je vais me faire claim la vidéo. Alors je vous dirai juste que Renaud a enregistré un album en ch'ti sur les mineurs de fond. Voilà, mais du coup, je vais pas le mettre. Vous aurez qu'à aller Google ça. Donc, bien entendu, ce qu'on voit là, c'est entre autres le système de ventilation. Et comme vous pouvez le voir, c'est un chantier, c'est un labo, c'est beaucoup de choses, mais c'est pas une salle blanche. Hein. C'est un peu sale, Defecator, t'es prévenu, si tu descends avec ton costume noir, il va remonter gris. Il y a beaucoup de galeries, ça part un peu dans tous les sens. Alors j'imagine bien que les gens qui travaillent là toute l'année se repèrent sans trop de difficultés, mais je vous avouerai que si moi on m'avait lâché là-dedans à l'arrache, j'aurais peut-être mis un petit peu de temps à retrouver mon chemin. Vous voyez aussi, c'est pas spécialement oppressant, ceux qui ont l'habitude de prendre le métro à Paris, je pense, survivrait sans trop de problèmes. Par contre, si vous avez des tendances claustro, le simple fait de vous dire, voilà, il y a 500 mètres de cailloux au-dessus de ma tête, je pense qu'il y a des gens qui l'apprécieraient moyennement. Bon, sinon, comme vous pouvez voir, un petit peu partout dans les galeries, il y a des panneaux explicatifs comme ça, parce qu'effectivement, je vous le disais, c'est un site qui est quand même, grosso merdo, ouvert au public. Donc, il y a beaucoup de visites et il y a beaucoup de trucs explicatifs, un petit peu de matos posé là en démo pour montrer aux gens comment ça marche, notamment des bidons, des trucs comme ça qui sont vides, hein, qui ne sont absolument pas utilisés, mais qui sont là pour montrer ce que ça va donner après. Là, vous avez un pan de mur qui n'a pas été recouvert de béton, parce que les galeries sont recouvertes de béton projeté au mur. Et là, vous pouvez voir la caillasse nue telle qu'elle se trouve dans le sous-sol à ce niveau-là. Vous voyez le béton d'un côté et la caillasse de l'autre. C'est donc de l'argile. L'argile qui a des propriétés très intéressantes pour isoler, parce que c'est une pierre qui est déjà un peu élastique. Alors à l'échelle géologique, bien entendu, hein, c'est pas du chewing-gum, et elle n'est pas très perméable à l'eau non plus. Moi, ça m'appelle une question. Vu qu'il y a eu tous ces cas d'échec par le passé de stockage en sous-sol, est-ce que c'est juste de dire que le site sur lequel on se trouve, c'est justement un site dédié aux expériences pour vérifier ce qu'il faut faire et ne pas faire pour avoir ensuite un site de stockage plus sûr que tout ce qui a été fait par le passé? Un peu, ce qui m'amène à vous raconter un peu la raison d'être de ce laboratoire. D'abord, c'était pour savoir si la roche était de bonne qualité. C'était vraiment pour qualifier la roche. Donc là, on est plutôt sur la sûreté à long terme. À quelle vitesse déplace la radioactivité? Est-ce qu'on est capable de creuser des galeries? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça tienne? Et là, on est vraiment dans une galerie très scientifique où on fait un paquet de manips pour savoir comment les matériaux vont interagir entre eux, les interactions entre la roche et l'acier, par exemple, à quelle vitesse ça se corrode. Du coup, vous faites, pour faire des tests in situ, vous avez vous faites des irradiations? On l'a fait ça par le passé, on a fait des forages, on a mis de l'eau avec des traceurs radioactifs, puis après ça on a fait un forage plus gros, on a pris tout le gros morceau de roche, et en laboratoire on a mesuré à quelle vitesse ça se déplaçait. Ça on l'a fait il y a un petit bout de temps. Après ça, ce genre de manip qu'on fait, donc au plafond tu as des forages, tu vois les tuyaux qui sortent, tu as des forages qui chauffent un gros amas de roche, et on récupère de l'eau qui est naturellement dans la roche pour pouvoir faire des mesures très précises de sa chimie avec des appareils qui ne se retrouvent pas normalement dans une installation poussiéreuse comme ici. Bon, comme vous pouvez le voir déjà, c'est un peu bruyant. Et puis surtout, donc, c'est un labo. Tout ce que vous pouvez voir dans les galeries, là, c'est du matériel scientifique de mesure. Il y a des capteurs absolument partout dans les murs. Ils testent tout et n'importe quoi. Le but est vraiment d'avoir un site dont on connaît le moindre petit détail, où tout est sécurisé, justement, parce qu'on ne veut pas que ce soit la même merde que ça a pu être ailleurs. Et je vous le dis vraiment personnellement, j'ai pas été payé pour ça. Ce site inspire quand même la confiance. Je trouve que c'est du travail sérieux de mon point de vue. Alors forcément, je suis peut-être pas le plus grand des spécialistes dans le domaine, mais je pense non plus ne pas être le plus grand des noobs. Et franchement, ils ont pas l'air de prendre les choses à la légère. Bon, ce que vous voyez maintenant, c'est une galerie qui a été creusée par un tunnelier, les autres galeries ayant été creusées à la main. Et par à la main, je veux bien entendu dire à la machine, hein, au marteau-pilon, mais bon, manuellement, quoi. Et donc, ils ont descendu pièce par pièce un tunnelier qui a été assemblé en sous-sol et qui a creusé cette galerie pour justement faire un test de galerie creusée au tunnelier, parce que c'est ce qui sera fait sur le site CIGEO. En fait, le problème qu'on a ici, c'est que la roche, elle bouge. Après avoir creusé, elle bouge, elle laisse les galeries se referment.
Oui, assez rapidement les premiers mois, après un an ça se stabilise. Mais du coup quand tu mets en place des poussoirs comme ça qui sont très rigides, tu sais que ça va bouger derrière et là il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu as un poussoir qui est super épais et donc très costaud, capable de supporter la pression, mais ça coûte très cher. Ou soit l'astuce c'est de trouver une couche compressible que tu mets entre ton poussoir et la roche. Et c'est ce qu'on a mis, c'est la couche que vous voyez là, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans plus tard. Ok. C'est pas pour faire la distance parce que on peut le voir, on le devine. À chaque fois que vous voyez des fils qui sortent comme ça, c'est qu'il y a des capteurs, il y a des forages. Là on a carrément le capteur qui est coulé dans le voussoir à l'usine pour pouvoir mesurer les pressions qui s'exercent sur le voussoir. On a 20 000 points de mesure qui génèrent 1 million de données par an. Ça vous fait les fichiers Excel de quelle taille mais en fait, les niveaux de précision de ces instruments-là, des fois, c'est inimaginable. Par exemple, on utilise dans les voussoirs comme là ici, on va utiliser ce qu'on appelle des cordes vibrantes. C'est un vieux capteur. En fait, c'est un fil d'acier qui est tendu. Et la moindre déformation, ça vibre. C'est là qu'il a été assemblé, le tunnelier? Ah voilà, ça c'est une chambre de montage du tunnelier qui avait été démontée et remontée ici pour faire cette galerie-là. Et le diamètre qu'on a là, ça ressemble à ce qu'on veut faire pour les galeries de stockage pour les déchets. Ah ok, d'accord. La grosse image qu'on a vue là, avec les conteneurs dedans, ça avait à peu près cette taille-là. C'est un peu plus petit. Bon voilà, alors ce que vous voyez là, c'est le revêtement donc, qui est mis autour des voussoirs. C'est donc un béton dans lequel on met des espèces de nouilles en argile. Donc c'est l'argile qui est extrait, qui est recyclée. Et donc comme il y a une partie d'air dedans, ça permet de compresser cette partie en béton sans toucher au voussoir qui est en dessous. En fait, il faut vous dire un truc, c'est que même si en Meuse on est très loin des Alpes, eh ben, on ressent dans le sous-sol la pression des Alpes, parce que la pression ne vient pas du dessus, mais des côtés. En fait, les plaques tectoniques, si vous voulez, poussent aussi latéralement, ce qui explique aussi la formation des montagnes quelque part. Mais c'est ça qu'on essaye notamment de compenser avec ce genre de choses. Là, ce que vous voyez, c'est bien entendu un plan du laboratoire souterrain, et tous les petits traits que vous voyez, ce sont des forages expérimentaux. Et bon, quand je vous disais que c'était un petit peu un labyrinthe, voilà, maintenant vous comprenez. Ça, c'est un forage qui vient de la surface, dont le but est de faire couler du béton directement depuis la surface, pour pas avoir à installer les bétonnières en sous-sol, parce que c'est un peu bordélique. Et comme vous pouvez le voir, ils ont réussi à faire un forage 500 mètres plus haut et tomber pile au milieu de la galerie. Enfin bon, voilà, ils ont fait ça bien, on va dire. Là maintenant, ce que vous voyez, ce sont les différentes machines utilisées pour faire les forages, et donc le plus gros étant le tunnelier et les autres étant les machines plus ou moins manuelles, donc qui ont servi à creuser le reste des tunnels. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un des forages dans lesquels seront glissés les containers de déchets à haute activité qui seront rangés les uns derrière les autres et espacés pour faciliter la déperdition de chaleur, parce que je vous l'ai dit, ce sont des déchets qui irradient encore beaucoup. En les espaçant et en les mettant un peu plus près de la roche, on facilite les échanges de chaleur et leur refroidissement sur le long terme. Et ces fameux containers en inox qu'on a vus à la surface, ils sont eux-mêmes scellés dans un container comme celui que vous voyez ici, et ce sont ces containers qui sont prévus pour être glissés dans les forages. D'ailleurs, quand je dis qu'ils sont prévus pour être insérés dans les forages, je veux dire que non seulement ils sont prévus pour y être insérés, mais aussi avec la possibilité, si besoin, de les récupérer. Et comme vous pouvez le voir, dans cette galerie aussi, il y a des capteurs partout sur les murs. Enfin bon, bref, c'est vraiment un labo jusque dans le plus petit recoin. Il y a de haute activité sur la roche. Donc on a une alvéole qui est à taille réelle, et puis il y avait 5 machins qui ressemblaient à ça, qui étaient là que pour produire de la chaleur. Il n'y a pas besoin de la radioactivité. C'est juste pour produire. C'est juste pour tester qu'est-ce qui se passe quand on chauffe. C'est quoi? La bâtonnite, c'est ce qu'ils mettent dans le smecta. Et dans la litière à chat. D'accord. Le smecta, le truc quand t'as mal au ventre. Là, là, quand t'as ouais, c'est ça. Ah, ça colmate, oui, c'est le ciment du bidon. Exactement. Ah bon. Donc en fait, ce machin-là, quand ça gonfle, ça fait de la... Ça gonfle, la passe. Ça met de la pression.
Et étant donné que l'idée c'est de coincer ça entre deux murs de béton, bah, ça fait un bouchon. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un site qui se visite en petit comité. Ça, c'est l'intégralité de notre groupe moins moi. Autant dire que c'est pas quelque chose qu'on visite par bus entier. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est un site relativement vaste. Il y a, je crois, quand même 1 ou 2 kilomètres de galeries. Enfin, ça, c'est pas déconnant. Avant qu'on descende, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait 27 personnes sous le sol et que la veille, il y avait presque une 50aine de personnes dans les galeries. Donc bon, c'est pas totalement désert non plus. Enfin, c'est relativement actif, on va dire. Mais bon, encore une fois, vous voyez que pour un œil non averti, les galeries se suivent et se ressemblent. J'imagine bien que si vous passez quelques jours là-dedans à bosser, vous prenez vite vos repères. Mais il y a de quoi être désorienté, d'autant que tout se ressemble, hein. Tous les murs sont gris, ronds, et enfin voilà, c'est partout pareil. Ça, c'est une galerie qui est en cours de forage. Et là, vous pouvez voir au fond de la galerie, alors bon, du béton a déjà été projeté, mais vous pouvez voir un petit peu la roche qui constitue le sol, et vous pouvez voir que c'est quelque chose de relativement friable. C'est de l'argile en fait. C'est une roche tellement friable qu'on peut la marquer à l'ongle, simplement. C'est une pierre qui se raye à l'ongle, donc une pierre relativement tendre. Et ce que là, notre guide essaie de nous montrer, c'est que comme nous sommes dans un ancien bassin qui date du Jurassique, on trouve énormément de fossiles d'animaux marins. Alors, ils trouvent régulièrement des ammonites. Personnellement, j'aurais beaucoup aimé repartir avec une jolie ammonite. Mais là, tout ce qu'on a été en mesure de trouver, c'est un ver marin. Voilà, c'est la trace que vous pouvez voir là-dedans. C'est un ver marin, donc c'est pas un fossile vraiment ouf. Bon. Donc je suis reparti sans, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a épaté. Mais une petite ammonite, ça aurait été cool. Il nous a donc expliqué qu'on en trouve pas mal, parce que c'était une zone, c'était un plancher océanique, en fait, du temps des dinosaures. Donc là, on arrive sur le 2e ascenseur, on était parti pour remonter, mais en fait, au moment où on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il était au sommet. Il n'était pas du tout là. Donc bon, comme on avait un petit peu de temps à perdre, on a un petit peu étendu la visite. Franchement, alors je suis pas dans cette position, mais si j'étais une meuf, je préférerais un mec qui m'emmène visiter une centrale nucléaire qu'un mec qui m'emmène au Cinoche. C'est ça qu'on va éviter d'avoir dans CGO là. Ça, c'est une centrale béton et c'est cette machine-là qu'on aimerait qu'il soit à la surface. Ne serait-ce que par la taille qu'elle devrait avoir pour fournir tout le béton nécessaire à l'installation souterraine. Ça c'est bonus parce que du coup, vu que c'est pas tellement le laisser directement en plan dans les galeries, bon, on n'en fait pas. Ça sent quoi? On a droit au sas de décontamination ou... Non, ça c'est la... Si jamais il y avait un problème, il faudrait se rassembler. Donc c'est la fameuse niche de secours. Ouais, là il y a la flotte déjà. Donc si jamais l'envie vous prend de visiter ce site, pendant le briefing de sécurité, on vous expliquera que cette salle existe et qu'en cas de problème, c'est là qu'il faut venir se réfugier. C'est simplement un bunker censé résister aux incendies ou n'importe quel incident qui pourrait se passer dans un endroit comme ça. Parce que bon, mine de rien, 500 mètres sous terre, ça pardonne pas grand-chose. Ceux qui parmi vous sont assez âgés pour s'en rappeler, je vous rappelle juste l'incendie du tunnel du Mont Blanc par exemple. Quand on est confiné sous terre, le moindre incident peut devenir un peu dramatique. Donc franchement, ils prennent pas la sécurité à la légère. Ça, je trouve ça vraiment cool. Bon, quoi qu'il en soit, vu que le premier ascenseur n'était pas là, on s'est dirigé doucement vers le deuxième pour remonter à la surface. Voilà, là par exemple, vous pouvez voir une équipe qui est en train de bosser sur une autre galerie. Le site est vraiment un chantier. Il n'arrête pas de creuser, il n'arrête pas d'expérimenter des trucs. Bon, comme on a eu un petit peu la guigne, on a juste eu le temps d'arriver à l'autre cage d'ascenseur pour se rendre compte que il était en train de se barrer. Donc tout ce qu'on a pu faire, c'est retourner à l'ascenseur précédent, attendre que la cabine redescende pour remonter. Bon, on a eu droit à un petit peu de rame, hein, on va pas se plaindre quand même.
aujourd'hui, en CIGEO, Il arrive. Il y a des. il y a ce qu'on appelle des réserves. Il y a un stock de déchets qu'on connaît, mais il y a aussi des incertitudes. Ça fait partie des réserves. À ce que je sache, le Ranium ne fait pas partie des réserves. Parce que, oui, vous, à la limite, comme ça, d'intermédiaire. Bonjour, salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Bonne visite. Bonjour. Bon, j'espère qu'on n'arrivera pas là, c'est comme les déchets. Ok, merci. C'est le tour de dire sans attendre. D'accord. Oui, donc là on est dans le puits principal et là on voit pas. On voit rien ici. Il y a un peu de conflit. Donc ça tu laisses ça dehors toute une nuit quand il pleut, là, le lendemain c'est tout fissuré, puis en malaxant tu retrouves la partie argileuse. Ah, carrément. Je peux te faire un masque. Ah oui, oui. Bah, il y a des petits morceaux dedans, donc ça est grave. Ah, bah ça fait gommage. Ouais. Mais bon, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour la peau. Hein. Oui, Sophie, s'il te Un peu de plaît. pétrole, un peu de... Je voudrais juste vous rappeler que l'uranium c'est 100% naturel. Hein. Ouais. Enfin voilà, on a passé, je crois, un petit peu plus d'une heure au fond de ce laboratoire et c'était franchement très intéressant. Je vais le redire encore une fois. Franchement, si ça vous intéresse, allez voir. Et si jamais vous êtes totalement opposé au nucléaire, posez-vous quand même les bonnes questions quant à la nécessité de ce genre de site, parce que c'est bien beau de s'opposer au stockage des déchets, mais bon, ils existent, ils sont là, il faut bien en faire quelque chose. Et le stockage sur le très long terme de déchets très dangereux, le tout à la surface, ouais, enfin disons que je suis pas sûr que ce soit une excellente solution. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je vais vous le redire, surtout n'essayez pas de me croire sur parole. Le mieux, c'est que je vous renvoie encore une fois vers les vidéos de Rodolphe, donc alias Le Réveilleur sur YouTube. Cette chaîne est absolument excellente pour ce qui est des sources d'énergie en général et aussi du nucléaire. D'ailleurs, Rodolphe n'est pas un touriste, hein, il a fait un doctorat dans le domaine, donc il sait de quoi il cause. Il est extrêmement neutre dans tout ce qu'il raconte, donc vraiment, allez voir sa chaîne, c'est un régal. Alors c'est dense, hein, c'est du contenu très sérieux, on va dire. Enfin, non pas qu'il déconne jamais, mais je veux dire, c'est dense. Le nucléaire, c'est un peu complexe, mais il l'explique bien. Donc, tout ce que je peux vous suggérer, si vous voulez faire quelque chose de constructif dans le domaine, allez voir les vidéos, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le nucléaire. Et quand je dis tout ce qu'il y a à savoir sur le nucléaire, ça passe aussi bien par l'extraction de l'uranium, le fonctionnement d'une centrale nucléaire, la gestion des déchets, les différents types de déchets, pourquoi ce sont des déchets, comment ils se forment, etc. etc. Sa série n'est pas terminée, elle est en cours, il m'a d'ailleurs dit qu'il travaillait sur la vidéo suivante, donc je vous invite déjà à aller voir tout ce qui se trouve sur sa chaîne, c'est déjà très dense. Il y a déjà plusieurs heures de programme, donc franchement, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de vidéos astronomiques, vraiment, allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Et puis surtout, vous verrez que c'est pas un sujet simple, c'est pas juste les gentils, les méchants, les pollueurs, les écolos, c'est vraiment un sujet complexe. Donc je ne peux vraiment pas vous donner de meilleurs conseils que d'aller dévorer sa chaîne. Et sinon, on va finir sur ces images, parce que après la visite du site en sous-sol, on est juste allé voir l'Ecotech, qui est en fait un site où l'Andra recueille des échantillons dans la nature, que ce soit des échantillons de faune, de flore, de sol, d'air, etc. et stocke ça sur la longue durée pour voir l'évolution du site. Pas forcément uniquement à cause de l'impact du site CIGEO, hein, parce que bon, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de pollution nucléaire, mais bon, le fait d'installer un site comme ça, c'est quand même une industrie, enfin, c'est comme installer une usine hein, sur place, ça va prendre un peu de place. Bien entendu, il va y avoir les changements climatiques inévitables qui vont avoir lieu les prochaines décennies, et bon, bref, cette Ecotech est là pour rendre compte des changements de l'écosystème local. Voilà, c'est à peu près tout pour moi, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine vidéo qui parlera un petit peu plus d'astronomie. Et sur ce, à la revoyure.